Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Je vous parle alors que l'automne s'est bien installé, les feuilles sont pas mal tombées, on a reculé l'heure, les pneus d'hiver sont installés. Les ornithologues se préparent pour une longue période tranquille qui va, commencer en décembre puis qui va se prolonger jusqu'à la fin mars. Heureusement, le mois de novembre reste excellent pour observer certains migrateurs tardifs, parmi ceux-ci l'oie des neiges, qui est une grande vedette des mois d'octobre et novembre dans les régions limitrophes du Saint-Laurent. On observe encore plusieurs raretés qui sont en visite depuis le sud du continent, donc vraiment, il y a encore des choses très intéressantes à voir sur tout le territoire. L'automne semble avoir été assez doux sur le Québec en général pour l'instant, et même si ceux qui passent la journée dehors à observer l'apprécient sans doute, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite pensée du côté des changements climatiques, particulièrement alors que la COP26 tire à sa fin. Il n'y a pas de doute que les changements rapides et importants qui nous sont annoncés, si les scénarios les plus pessimistes se concrétisent, vont affecter les oiseaux de façon négative. Aujourd'hui, c'est justement de ce qui se passe dans les pires des pires scénarios qu'on va vous parler. On va parler d'extinction. Aux États-Unis, il a été annoncé qu'un certain nombre d'oiseaux vont être déclarés officiellement éteints et donc qu'on met fin aux efforts de conservation qui les concernent. On va discuter de cette nouvelle-là avec Jean-Sébastien Guénette, directeur de Québec Oiseaux, qui a commenté à plusieurs reprises dans les gros médias la nouvelle lorsqu'elle a été annoncée. On va aussi parler de ce que ça veut dire pour le Québec, de quels oiseaux sont les plus menacés au Québec, puis de quelles responsabilités on a dans la province au niveau de la conservation des oiseaux et des espèces rares plus particulièrement. Ensuite, on va rejoindre sur la Côte-Nord Pierre-Alexandre Dumas, qui est directeur par intérim de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, qui va nous parler des prévisions de migration automnale chez les frigidés. Dans notre cas, migration automnale, ça veut aussi dire finalement les frigidés qui vont passer l'hiver dans les régions qui sont plus au sud. J'ai vu déjà passer plusieurs mentions de visiteurs hivernaux dans des régions au sud de la forêt boréale, puis avec lui, on va pouvoir savoir avec quel genre d'hiver il faut s'attendre. Bon épisode! Alors, je suis maintenant en personne à Montréal avec Jean-Sébastien Guénette, qui est un habitué du podcast, qui est aussi directeur du regroupement Québec Oiseaux, de Québec Oiseaux. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Gaspard, c'est vraiment le fun de se voir en personne. Oui, ça fait vraiment plaisir de ne pas se parler au téléphone. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est arrivé le mois dernier aux États-Unis et qui a été quand même mentionné beaucoup dans les médias. Tu as même passé des entrevues à des gros médias traditionnels à ce sujet-là. Parle-nous un peu justement de ce qui s'est passé là, aux States le mois passé. Oui, il y a le US Fish and Wildlife Service, qui est un peu l'autorité là, aux États-Unis, qui a décidé de délister les 23 espèces d'oiseaux, donc qui avaient des statuts de protection. Ils ont officiellement déclaré que ces oiseaux-là étaient éteints aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient des obligations légales de protéger ces oiseaux-là, puis là, ils ont décidé, écoutez, en ce moment, on arrête de les protéger parce que tout simplement, on considère que ces oiseaux-là sont éteints. C'est ça. En fait, c'est comme si ces oiseaux-là étaient un peu sur le respirateur artificiel depuis quelques années. Donc, puis là, le gouvernement américain a décidé de tirer la plug, comme on dit, parce que pour certaines espèces, ça faisait des décennies qu'il n'y avait eu aucune observation de ces oiseaux-là. Ah oui, là, donc parle-nous justement un peu de où est-ce qu'on en était, puis c'était quoi la situation de ces différentes espèces. On pourrait d'ailleurs aussi en nommer quelques-unes. Il y en a qui sont assez iconiques. Puis dis-nous un peu comment on en est arrivé là. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement qu'il se passe avant qu'on décide de tirer la plug, comme tu dis, pour ces oiseaux-là, puis les déclarer éteints? En fait, c'est vraiment, ça a l'air d'être du cas par cas. On va commencer par l'espèce qui est probablement la plus connue, là, qui est le pic à bec ivoire. Donc, c'est un oiseau qui nichait ou qui fréquentait les immenses forêts du sud des États-Unis. Puis ça faisait des années qu'on n'en avait pas observé. En fait, depuis 1944, je pense, la dernière observation aux États-Unis. La dernière observation à Cuba, là, c'était en 1991, là, dans l'est de Cuba. Puis, mais qu'il y avait quand même eu quelques observations anecdotiques, là, dont il y en avait une en 2004, si je me rappelle bien, en Arkansas, où, c'est ça, une expédition avait filmé quelque chose qui ressemblait à un pic à bec ivoire, mais c'était très pixelisé comme vidéo. Il y avait du son aussi, mais ça laissait un doute raisonnable que le pic à bec ivoire pouvait être encore vivant dans cette région du monde. Ah, pour parler d'une petite anecdote personnelle, moi, j'ai fait de l'ornithologie en Louisiane. J'ai passé une journée avec un guide là-bas.
Puis là, il a commencé à me dire « Ah, j'ai parlé, moi, avec un prof d'université qui connaît quelqu'un qui a été sur une mission de recherche dans tel boisé en Louisiane ou en Arkansas, justement. Puis lui, il a vu des choses, en tout cas des trous qui avaient une forme particulière. » On est vraiment presque dans la mythologie là, avec cet oiseau-là. C'est ça qui est fascinant. Là. Moi, je me disais, c'est presque le Bigfoot là, rendu là, quand je connais quelqu'un dont le cousin prétend avoir peut-être vu un pic à bec ivoire à un moment donné. Hein. Ah ouais, puis ça, cette mention-là a ravivé l'espoir. Puis il y a eu beaucoup d'expéditions qui ont été organisées après 2004. Il n'y en a pas aucune qui a réussi à aller chercher d'autres preuves que l'oiseau existe encore. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le gouvernement américain a décidé que c'en était assez et qu'officiellement, il le considérait comme éteint. Je me souviens maintenant, ça me revient aussi, j'avais même entendu dire qu'en Louisiane, le mot se passait que le gouvernement l'avait redécouvert, puis par peur que des chasseurs ou que les ornithologues se pitchent sur l'habitat puis qu'ils le détruisent. Ils cachaient ça à la population que l'oiseau avait été redécouvert. Donc là, il y a même des théories du complot, attention, à propos du pic à bec ivoire. Là, on est vraiment rendu loin. Oh oui. Ouais. Sinon, une autre espèce qui est un peu dans la même région, c'est la parline de Bachman. Mm-hmm. Qui était une espèce aussi, qui niche là, vraiment dans des espèces de bosquets de chaumes ou de cannes qui est dans les ravins de ruisseaux. Et puis ces habitats-là ont disparu. Là. Il resterait environ 2% de la superficie de ces habitats-là. Ah oui, OK. Dernière mention vraiment confirmée et non controversée date des années 60. Il y a une mention que certains acceptent là, en 1988. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui a observé cet oiseau-là. Donc, c'est encore un autre oiseau aux États-Unis qui a été déclaré éteint officiellement. Sinon, la majorité des autres espèces qu'on a sur la liste, c'est toutes des espèces qui viennent d'Hawaï. Ah oui, donc évidemment, comme on est dans un chapelet d'îles, ben là, c'est des espèces, par exemple, qui vont être uniques à une seule des îles de l'archipel ou simplement à l'archipel, puis qui peuvent même être déplacées parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'introductions d'espèces exotiques là, à Hawaï. C'est ça, c'est exactement ça. Les causes qui sont souvent mentionnées pour toutes ces espèces-là, c'est soit la perte d'habitat ou l'introduction de rats, de chats, de porcs, de cochons. Ah oui. Même, j'ai lu des mangoustes, mangoustes asiatiques qui ont été introduits sur quelques îles. Et, évidemment, ces oiseaux-là n'étaient pas adaptés à la présence de ces prédateurs-là. Donc, ils ont évidemment disparu en quelques décennies. Là. Mais donc, on peut quand même au moins rassurer les auditeurs de ce que je comprends, en tout cas de la situation, au moins, disons, des oiseaux qui sont pas à Hawaï, donc les oiseaux qui viennent du continent. Le mal était fait quand même depuis longtemps. Là. Dans le cas du pic à bec ivoire puis de la parline de Bachman, on ne parle pas d'une extinction qui a été provoquée, disons, dans les 30 dernières années. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on voit depuis plusieurs années, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ça serait étonnant qu'il y ait des histoires comme ça qui se répètent. La fameuse, on revient chez nous, l'histoire de la tourte voyageuse où les gens consommaient ou abattaient très massivement les tourtes. Maintenant, on a des autorités comme le Service canadien de la faune, le ministère Forêt, Faune et Parcs, qui ont des programmes, qui ont des lois qui sont en place pour protéger ces espèces-là. Donc, ce serait vraiment très étonnant que des disparitions... C'est sûr qu'on a des espèces qui ne vont pas super bien, mais il y a beaucoup d'efforts qui est mis quand même pour protéger ces espèces-là. Là. Alors, parlons-en justement un peu de la situation au Québec. Peut-être parler déjà de certaines espèces qui sont éteintes, qu'on retrouvait au Québec, puis qui sont éteintes. Évidemment, là, on est plus dans l'histoire, parce que les dernières extinctions ici datent quand même d'un certain temps, disons, des oiseaux emblématiques qui auraient disparu. Donc, parle-nous un petit peu de ça. Bien ça, on vient de mentionner la tourte voyageuse, qui est encore là, probablement l'espèce qui est la plus connue des auditeurs, là, comme l'espèce éteinte au Québec. Il y en a quelques autres là, qu'on connaît un peu moins, mais qu'on a souvent entendu parler. Je pense au grand pingouin, l'édard du Labrador, le courlis esquimau. Mais encore là, c'est toutes des espèces qui, ça fait longtemps qu'on n'a plus. Je sais qu'il y avait peut-être eu des mentions, pas récemment, mais le courlis esquimau est peut-être l'espèce dans ces trois-là qui avait peut-être le plus d'espoir d'observer encore, mais encore là, on parle de plusieurs décennies qu'il n'y a pas eu d'observation crédible là, de cet oiseau-là. Puis dans le cas du grand pingouin, puis de l'édard du Labrador, là, on parle vraiment, c'est la chasse ou la récolte. Oui, on voit dans les écrits de Jacques Cartier et autres explorateurs que c'était des oiseaux qui étaient un peu niaiseux, qui étaient faciles à chasser. Donc, évidemment,
quand les gens sont arrivés, les colonisateurs sont arrivés ici, c'était une source de nourriture facile et les notions de conservation de la faune n'étaient évidemment pas les mêmes à cette époque-là que maintenant. Là. Non, je sais qu'il y avait certaines histoires, en tout cas aussi, même de collectionneurs qui, apprenant que certains oiseaux étaient dangereusement menacés par la chasse, là, qui se dépêchaient de se rendre sur place en se disant « Hey, j'aurais peut-être pas la chance d'en avoir un abattu dans ma propre collection d'oiseaux. » Donc, ils se dépêchaient comme d'y aller pendant qu'il en restait pour être sûr de pouvoir l'attraper. Même lorsqu'ils étaient rares, c'est comme si la rareté était un moteur finalement de raréfaction même à une certaine époque. Oui, tout à fait. Mais tu sais, on a quand même à l'inverse on a quand même eu certains success stories dans les dernières années. Là. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'ornithologie, le faucon pèlerin était considéré comme une espèce extrêmement rare. Puis maintenant, si on regarde dans la région de Montréal, en fait, partout au Québec, chaque pont a son couple nicheur de faucons pèlerins, qu'on soit dans la région de Montréal ou dans la région de Québec. C'est une espèce qui est maintenant beaucoup plus commune qu'il y a 15, 20, 25 ans. Même chose avec le pigargue à tête blanche, que maintenant on voit partout. Puis tu sais, dans ces cas-là, on a bien identifié la source, qui était l'utilisation des pesticides, le DDT. Il y a des politiques qui ont été mises en place pour réduire à la source l'utilisation de ce pesticide-là. Puis maintenant, on a le succès qu'on voulait. Là. Oui, c'est-à-dire, puis en plus, je sais que dans les deux cas, pour le faucon pèlerin et le pigargue à tête blanche, c'est des oiseaux qui sont encore sur la liste au niveau provincial. Et donc, on incite finalement les gens à rester à l'affût parce qu'on peut s'attendre, en tout cas, de ce que je peux évaluer, je ne suis pas un scientifique, je ne connais pas la situation globale, mais surtout le pigargue à tête blanche, j'ai l'impression qu'à la quantité qu'il y en a maintenant, puis ça devient de plus en plus fréquent d'en observer, sûrement que dans les 10 ou 20 prochaines années, ça se peut que ça soit révisé puis que l'oiseau sorte carrément des espèces en danger. En plus, ils sont quand même assez débrouillards. Là, ils se nourrissent de carcasses sur le bord des routes. À ce niveau-là, je ne suis pas dans le... Je fais partie d'aucun comité, là, mais effectivement, on peut se poser la question si éventuellement les différents comités aviseurs soit du COSEPAC ou de la loi sur les espèces menacées vulnérables, va prendre cette décision-là. Je pense qu'en ce moment, les gens sont prudents parce qu'il y a quand même des menaces sur ces espèces-là. Je pense aux pigargues. On sait que beaucoup d'oiseaux qui sont rapportés à l'UCROP, par exemple, parce qu'ils sont tirés, parce que ces oiseaux n'ont pas une bonne réputation. Donc, je pense que les autorités restent prudents pour ces espèces-là pour l'instant. Là. On peut se croiser les doigts pour l'avenir. Donc, parlons justement un peu des protections puis des lois sur la protection au niveau provincial et fédéral. Donc, il y a comme un comité séparé qui fait l'évaluation au niveau du Canada et au niveau de la province. Puis, parle-nous peut-être un petit peu des espèces qu'on retrouve là en ce moment sur ces listes-là. Donc, des espèces qui pourraient être appelées, on n'espère pas évidemment, mais à disparaître peut-être dans l'avenir si rien n'est fait ou en tout cas dont les situations sont préoccupantes. D'abord, avant de parler de la loi sur les espèces en péril, il faut savoir que la plupart les oiseaux migrateurs sont protégés sur la loi concernant les oiseaux migrateurs qui provient d'un traité qui a été signé avec les États-Unis il y a plusieurs années. Puis cette loi-là, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas détruire un nid ou on ne peut pas tuer un oiseau sans permis. Puis bon, avec les permis de chasse et tout, on peut le faire. Mais c'est cette loi-là qui empêche, par exemple, de détruire une colonie d'hirondelles de rivage, par exemple, en plein été. Donc ça, c'est la première loi qui est très importante là, pour protéger nos oiseaux. Ensuite, si on tombe vraiment plus dans les espèces en péril, c'est ça. Autant le gouvernement fédéral que provincial a sa propre loi. Au niveau fédéral, c'est la loi sur les espèces en péril. Donc, c'est le COSEPAC qui détermine quelles sont les espèces protégées, donc qui ont le statut d'espèce en voie de disparition, menacée, préoccupante, etc. La protection se fait surtout au niveau de la protection de l'habitat, désignation d'habitat essentiel. Puis au niveau provincial, on a l'équivalent. La loi fonctionne quand même de façon assez similaire. C'est la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Encore là, c'est le ministère Forêt, Faune et Parcs qui désigne les oiseaux selon leur statut de protection et qui mettent en place des mesures, là, notamment pour protéger, pour empêcher, que ces oiseaux-là soient abattus et que l'habitat soit détruit aussi. Mais on peut dire en tout cas, de ce qu'on a observé dans les dernières années, il semblerait en tout cas qu'au niveau fédéral, le COSEPAC soit un petit peu plus proactif. Là. Moi, évidemment, le cas emblématique qui nous vient en tête puis qui a été au centre, même qui a été très médiatisé, c'est le cas de l'arénée de Faugrillon, où là, vraiment, on a un clash
très, très évident entre les intérêts, finalement, de promoteurs immobiliers du sud du Québec, puis l'intérêt de l'aréna de Faugrillon, qui, finalement, a très peu d'habitat. Puis on voit qu'il y a même des poursuites en ce moment devant les tribunaux pour forcer les gouvernements à appliquer leurs propres lois. Là, donc... on sait les deux ministères ont une approche très différente. Au fédéral, c'est une approche très, je dirais quand même assez transparente. Le cas CEPAC, on sait à quel moment de l'année il se réunit, puis il publie de façon très transparente les décisions qui ont été prises par chacun des comités. Alors qu'au provincial, on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Juste avant la pandémie, le ministère avait le désir d'adopter une politique faune qui a été, en tout cas, l'adoption, je ne pourrais pas dire où ça en est rendu, mais la pandémie a freiné l'adoption de cette politique-là. Puis, nous, à Québécois, on a fait, entre autres, des représentations lors des consultations pour dire que dans la politique faune, ça serait le fun qu'on approche justement la façon de désigner les espèces menacées ou vulnérables, c'est ça, dans un processus beaucoup plus transparent, beaucoup plus structuré que ça l'est présentement. Là. Parce qu'au fédéral, là, c'est vraiment une liste de critères, là, A, B, C, D, E, F, puis il faut qu'il en rencontre au moins 5 de ces 6 critères-là, puis c'est des critères vraiment presque quantitatifs, la diminution de la population de 20% sur une période de temps d'années, etc. En tout cas, donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si je me souviens bien, là, c'est très, très clair ce qui va... pousser finalement une espèce à être dans une ou l'autre des catégories. Puis donc, justement, j'ai regardé un petit peu la liste des oiseaux au Québec, puis j'avais l'impression que la liste des oiseaux menacés, en tout cas au Québec, c'est une espèce de mélange de toutes sortes de situations un peu particulières. Peut-être que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve sur cette liste-là, qu'est-ce qu'on a comme oiseaux en ce moment qui sont menacés au Québec? Dans les espèces qui sont menacées au Québec, bon, évidemment, il y a eu un gros rattrapage dans les dernières années. En fait, pratiquement tous les oiseaux insectivores, ils ont, en tout cas pas toutes, mais il y en a beaucoup qui ont reçu un statut de protection. Il y a plusieurs espèces d'hirondelles, notamment, qui ont maintenant un statut de protection. Il y en a qui ne l'ont pas encore. Puis, bon, on aimerait bien... Pas qu'on aimerait ça qu'ils l'aient, mais je veux dire... Ça amène important qu'ils l'aient. C'est ça, ça amène une certaine protection. Je pense à l'hirondelle noire, par exemple, qui, pour l'instant, n'a aucun statut de protection au Québec, ni au niveau fédéral. On sait que dans l'ouest du pays, les hirondelles noires semblent mieux se porter. Donc, c'est probablement pour cette raison-là que le gouvernement fédéral ne bouge pas à ce niveau-là. Lui, il donne un statut sur l'ensemble de l'aire de distribution de l'espèce. Par contre, au Québec, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle cet oiseau-là n'a pas un statut de protection officiel. Quelques colonies, je ne sais pas combien. On les connaît pratiquement toutes, les colonies. Je sais où on peut en voir au Québec, mais... Donc, il y a des espèces qui sont pourtant en plus grande quantité, qui ont un statut de protection, mais cette espèce-là, particulièrement, n'a pas de statut de protection. Donc, ça, c'est quelque chose qui, éventuellement, on aimerait bien qu'il soit abordé. Là. Donc là, c'est ça. Avec moi, la première catégorie à laquelle je pensais, justement, c'est ce genre d'oiseaux-là, les hirondelles, par exemple, les hirondelles de rivage, l'hirondelle rustique, c'est des oiseaux qui sont en déclin presque de façon uniforme sur l'ensemble de l'aire de répartition. Exactement. Donc, qui sauvent beaucoup. Maintenant, il y a des espèces aussi qui ont un statut un petit peu plus particulier au Québec. Là. Moi, j'ai vu la pygrièche migratrice ou même l'effraie des clochers sur la liste. Ça m'a quand même fait un peu sourire ou enfin sursauter parce que, bon, ça serait surprenant. Ce pas des oiseaux qui n'ont jamais été très communs, peut-être plus la pygrièche migratrice, mais on est sur des oiseaux, on en discutait juste avant d'enregistrer. La pygrièche migratrice, c'est un oiseau, en fait, qui, dans certaines parties de son aire de répartition, est extrêmement commun, là, vraiment très, très commun. Puis probablement que le Québec a toujours été à la limite nord de son aire de répartition, qui s'est un peu restreinte, mais bon, d'une certaine façon, si elle ne se retrouve plus, en tout cas, les cas de nidification sont devenus extrêmement rares. Je pense qu'il y en a eu un dans les 10 dernières années ou quelque chose comme ça, est-ce que j'ai vu? Puis on pourrait ajouter aussi dans cette liste-là la parlune azurée, parlune aile dorée, même le bec à tête rouge. C'est des oiseaux que, effectivement, comme tu dis, on est à la limite nord. On les voit seulement dans le sud du Québec. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger. Oui, Par évidemment. contre, là, on a quand même une certaine responsabilité là-dessus. Mais c'est sûr que notre responsabilité est beaucoup moindre qu'aux États-Unis où ils abritent 95% de l'habitat de l'espèce. À l'inverse, au Québec, une espèce
pour laquelle on a une grande responsabilité, je dirais, c'est la griffe de Bicknell. Oui, je pensais justement... C'est ça, l'espèce, on estime que le Québec abrite environ 50% de la population mondiale des griffes de Bicknell et probablement quelque chose comme 90 ou 95% de l'habitat propice à l'espèce. Oui, et puis justement, je regardais sur des listes, il existe une espèce de liste continentale pour l'Amérique du Nord avec des espèces de scores à quel point les oiseaux sont en danger ou pas, puis donc lesquels sont les plus prioritaires pour la conservation. Puis très clairement, la griffe de Bicknell, des oiseaux, disons, dont la population est significative au Québec. Là, donc, on passera les oiseaux qui sont restreints là, vraiment à la limite extrême sud. C'était vraiment de loin l'oiseau qui était le plus préoccupant là, qu'on a ici. Là. Puis, entre autres, parce qu'il est limité, évidemment, au sommet des montagnes. Puis même, il y a probablement des enjeux avec, éventuellement, les changements climatiques qui pourraient causer un problème pour cet oiseau-là. Oui, changement climatique, ça, on a vu beaucoup. Bon, il y a quelques années, il y a eu quelques appels d'offres là, pour les éoliennes. Puis bon, c'était souvent les mêmes habitats. Les habitats propices pour la griffe de Bicknell étaient souvent les habitats privilégiés pour instaurer des parcs éoliennes. Donc, à Québec, on a fait quelques représentations à ce niveau-là. Puis, mais ça, effectivement, c'est une espèce pour laquelle il faut qu'on porte une attention particulière au Québec parce que, comme j'ai dit, on a quand même une grande responsabilité pour sa protection. Puis donc, on pourrait passer presque un épisode complet à parler des actions de conservation qui sont entreprises par Québec Oiseaux. Comment est-ce que vous déterminez un peu les espèces que vous voulez cibler puis que vous voulez protéger? Ou enfin, je comprends que les moyens sont limités, donc vous ne pouvez pas évidemment prendre la liste au complet. Puis bon, surtout pour des espèces comme le pic à tête rouge, où bon, c'est assez difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en ce moment. Mais donc, comment vous faites pour cibler les oiseaux que vous voulez... sur lesquels vous voulez travailler pour une année donnée? Bien, c'est sûr que nous, on voudrait travailler sur toutes les espèces qui sont en danger, sur toutes les problématiques, parce que c'est pas juste... des fois, il y a des problématiques qui touchent à plusieurs espèces. Je pense à la prédation par les chats, collision par les fenêtres et tout. Mais bon, c'est sûr que Québec Oiseaux, on est dépendant beaucoup des sources de financement disponibles qui ont eux-mêmes leurs propres priorités, je dirais. Donc, je dirais qu'une partie de la réponse, c'est qu'on dépend des priorités. En fait, pas qu'on dépend, on suit les priorités. C'est ce qui explique pourquoi des espèces comme le martinet ramoneur, l'hirondelle de rivage, on a travaillé beaucoup dans les dernières années. De un, il y a des grosses problématiques. Là. L'hirondelle de rivage, on parle de 80, je pense que le déclin, c'est 99% de la population qu'on a perdu. Donc, c'est une espèce sur laquelle on aurait travaillé, mais c'est aussi une espèce dont les programmes de financement accordent une très haute importance. Mais puis bon, c'est pour ça aussi qu'on essaie aussi d'être de plus en plus indépendant des sources de financement pour nous permettre de travailler sur des projets qui ne sont pas nécessairement dans les priorités. C'est pour ça que quand on fait des soirées bénéfices, quand on fait le grand défi, c'est pour aller chercher des fonds qui vont nous permettre de travailler sur des espèces qui sortent un peu des priorités des programmes de financement. Là. Donc, peut-être pour boucler la boucle avec les États-Unis, peut-être pour rassurer aussi les auditeurs, bon, je pense qu'il faut quand même s'inquiéter, c'est important. On peut voir, en tout cas, dans les dernières années, lorsque y a des espèces qui ont été très, très en danger, donc qui sont proches de subir le même sort finalement que le pic ivoire ou que la paruline de Bachmann, il y a quand même eu des efforts vraiment colossaux dans certains cas. Là, je pense au condor de Californie. Je sais qu'il y a une espèce de bruant aussi en Floride là, qui a été... Ils ont fait de la reproduction intensive là, en captivité. Puis, Oh oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour protéger ces oiseaux-là. Ça fait, bon, à part les espèces qu'on a mentionnées tantôt, où le dernier clou était dans le cercueil depuis plusieurs décennies déjà, il n'y en a pas beaucoup qu'on peut dire que vont disparaître demain matin. Il y a encore des nombres... En tout cas, j'essaie de voir un cas là, où on pourrait penser à une disparition complète dans les 10-15 prochaines années. Puis pour l'instant, je ne vois pas de cas là, qui me viennent en tête. Donc, on peut garder espoir. Oui. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue et de nous avoir parlé des espèces menacées aujourd'hui. Merci à toi. Alors, je rejoins au téléphone au Bergeron Pierre-Alexandre Dumas, qui est directeur intérim de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Merci beaucoup, M. Dumas, de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation. Alors, on a déjà fait une émission l'an dernier, que j'invite les auditeurs à aller l'écouter, pour parler un peu de la mission de l'Observatoire, de ce que vous faites. Donc, on reviendra peut-être pas là-dessus en long et en large, mais dites-nous peut-être où est-ce que vous en êtes en ce moment, là, en date d'aujourd'hui, on est le 27 octobre, dans la saison automnale des activités de l'Observatoire. Donc, on a 4 projets qui fonctionnent à l'automne. On a la station de bagages à Cap-Tourmente. Elle avait terminé ses opérations le 21 octobre. On a aussi le bagage des Mictales qui s'effectue le soir aux dunes de Tadoussac. La saison des Mictales se termine le 30 octobre, donc il reste seulement 3 jours d'activité. Puis ensuite, on a le relevé visuel qui, lui, là, va se terminer plus tard en novembre. Là, donc, il reste environ un mois d'activité là, pour les décomptes visuels en migration. Puis finalement, on a le suivi ciblé sur les fringilidés boréaux, qui consiste à un bagage là, standard, qui, lui, a débuté le 21 octobre et il va se terminer le 6 novembre. Et en fait, aujourd'hui, je vous appelle justement pour qu'on parle un peu de fringilidés. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je m'en serais voulu, parce que j'ai vu l'actualité passer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis même être relayé par les médias, de ne pas vous parler d'une capture vraiment particulière que vous avez fait cette année à l'Observatoire. Donc peut-être dites-nous un peu ce que vous avez réussi à trouver, puis même à baguer en fait. Oui, on a capturé hier un éléni à bec court. Donc, c'est un oiseau de la famille des tyrannidés. Donc, ça ressemble, c'est dans la même famille que notre tyran tritri ou le tyran huppé qu'on a au Québec. Sauf que celui-ci ressemble vraiment beaucoup à un moucherolle. Cette espèce-là vient, à son origine, normalement de l'Amérique du Sud. Donc, dans la région du Pérou, de l'Uruguay, du Paraguay et du Brésil. C'est seulement la 2e mention acceptée, là, si elle est acceptée là, en Amérique du Nord, là, dont la première au Canada. Oui, puis en plus, donc ce serait la première fois en tout cas que c'est accepté au Canada. Évidemment, là, en plus, vous l'avez vraiment non seulement observé, elle a été capturée dans les filets. C'était à Tadoussac ou à Cap-Tourmente? C'était aux dunes de Tadoussac qu'on a capturé. Aux dunes. Donc, vous l'avez capturé dans les filets. Donc là, c'est certain que vous avez vraiment un dossier très, très costaud à présenter pour faire accepter la mention, j'imagine, puisque là, vous avez toutes les mesures, des photos avec l'oiseau immobile et tout ça. Hein. Oui, effectivement, notre équipe qui était sur le terrain, là, Francis Bordelot, puis accompagné de plusieurs bénévoles, on a pris, comme vous le dites, plusieurs photographies pour aider à l'identification, puis certaines mesures morphologiques, la longueur de l'aile, la longueur du bec, là, etc. Puis, on a même pris une plume là, avec les permis requis. Là. On a pris une plume de la queue là, justement pour faire des tests d'ADN là, pour confirmer l'espèce. Et puis, bon, pour quelqu'un qui connaît pas bien la faune sud-américaine, moi, j'ai pas fait d'ornitho en Amérique du Sud. Lorsqu'on regarde les photos, bien franchement, quand même, l'oiseau ressemble beaucoup à simplement un de nos Ampidonax, donc qui est le genre de moucherolle qui comprend un moucherolle de Québec, moucherolle des Aunes, des Saules, moucherolle à ventre jaune. Donc, comment ça s'est passé exactement? À quel moment est-ce que les bénévoles se sont rendus compte, là, en l'ayant entre les mains, qu'ils avaient quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou ça a pris un peu de temps? Dans le fond, comment ça s'est passé? C'est le matin, on a ouvert les filets. Il y a la première visite des filets. Là, il y a un bénévole qui a mentionné qu'il y avait un moucherolle, justement, là, dans les filets. Lui, il croyait que c'était un moucherolle à ce moment-là. Mm-hmm. Puis dès qu'on sait les moucherolles, toutes les espèces confondues, c'est des migrants hâtifs au Québec. Donc, souvent, le passé, le 20 septembre, là, sont peu communs. C'est-à-dire que même si vous aviez capturé un de nos moucherolles québécois, ça aurait été en soi un événement, finalement. Oui, effectivement, ça l'aurait déjà levé des suspicions. Là. Okay. Donc, quand Francis il a pris l'oiseau en main, là, Francis, c'est un de nos bagarres très expérimentés. Il a tout de suite vu que si c'était un moucherolle, ben c'était pas un moucherolle du Québec normal. Il a pris le temps d'observer, puis là, déjà là, il se posait des questions, puis on a eu l'aide d'un de nos collaborateurs qui s'appelle Olivier Barden, qui est un des très bons ornithologues au Québec. Qu'on a déjà eu à la balado-diffusion, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Puis lui, on a fait une vidéo en direct avec Olivier, puis tout de suite, là, lui, il avait de l'expérience en observation en Amérique du Sud, fait qu'il a tout de suite dit là, que c'était un LMI. Il restait juste à
à identifier quelle espèce d'hélénie. Ah bon, c'est quand même assez formidable. Bon, alors aujourd'hui, en fait, là, on a digressé un petit peu. Je vous appelais justement pour qu'on parle du Winter Finch Forecast. Bon, en français, j'ai pas vraiment trouvé une traduction très satisfaisante. C'est comme les prédictions pour les fringilidés d'hiver ou quelque chose comme ça. Puis donc, parlez-nous peut-être déjà de quel type d'oiseau on parle lorsqu'on parle de fringilidés ou en anglais de finch. Donc, les fringilidés, là, c'est un groupe taxonomique là, qui inclut là, les becs croisés, les roselins, les durbecs, les tarins ciserins. Donc, c'est beaucoup d'oiseaux qui vont être granivores. Ça, c'est une caractéristique qui va les regrouper. Souvent, ils vont être assez colorés, donc rouge ou jaune. Puis, ils ont aussi un comportement, là, dans le fond, nous, on va décrire ça d'éruptif. Donc, selon certaines caractéristiques dans l'environnement, ils vont effectuer des mouvements de masse, soit de l'exode, là, soit de l'émigration ou de l'immigration, selon, entre autres, là, la production de nourriture là, dans les différents habitats. Et puis, par rapport à notre situation ici au Québec, bon, disons, pour vous à Tadoussac ou pour nous un petit peu plus dans le sud du Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quoi les mouvements typiques qui peuvent être observés ou qui peuvent ne pas être observés d'une année à l'autre de ces différents oiseaux? Dans le fond, nous, on observe, on suit, là, entre autres, 4 espèces là, particulières, là, le tarin, le ciserin, le durbec, puis une autre espèce qui est éruptive, mais qui n'est pas un fringilidé, le jaseur boréal. Mm-hmm. Ça va être vraiment nos espèces cibles. Puis on va faire des décomptes pour suivre leur déplacement selon la quantité de nourriture. Donc, puis ce qu'on a observé, c'est ça, c'est que les années où il y a entre autres beaucoup de cônes, il va avoir moins de fringilidés. Les années où il y a beaucoup de fruits, il va y avoir moins de fringilidés aussi parce que les oiseaux vont rester en forêt boréale. OK, donc quand vous dites beaucoup de cônes, beaucoup de fruits, on parle vraiment de vos latitudes ou plus au nord. Puis ouais, donc, à ce moment-là, vous ne les verrez pas nécessairement passer à Tadoussac. Puis nous, ce que ça veut dire, évidemment, s'ils ne passent pas par Tadoussac puis par les dunes, ça veut dire que tous les gens qui sont à l'ouest ou au sud de Tadoussac des dunes ont beaucoup moins de chances, finalement, de les observer pendant l'hiver. Exactement. Puis même, on a eu un scénario, là, de mémoire, c'était en 2015. Il y avait eu un gros mouvement là, de ciserins puis de tarins. Puis les ciserins s'étaient fait dénoter par leur presque absence là, dans le sud du Québec parce que c'est des oiseaux aussi qui sont réputés pour faire des grands mouvements est-ouest aussi, pas juste nord-sud, mais aussi est-ouest. Donc parfois, on va avoir comme au début de la saison cette année, on avait des gros mouvements de tarin qui s'en allaient vers le nord-est. Puis notre hypothèse, c'est justement là, c'est que c'est des oiseaux qui se sont déplacés là, de la forêt boréale, mais au niveau des prairies qui se dirigeaient vers le nord du Québec. Ah oui, donc même des oiseaux qui proviennent d'ailleurs, disons, la saison a été bonne au Québec, qui peuvent même se déplacer d'ouest en est pour venir profiter d'une bonne saison. J'en profitais en fait pour les nommer, là, je les ai en fait, parce qu'il y a vraiment un site internet qui s'appelle le Finch Network, donc vous pouvez trouver ça à finchnetwork.org et qui est dédié finalement à publier ces espèces de prédictions des mouvements de fringilidés en hiver. Donc, je vais faire la liste parce qu'elle n'est pas tellement longue. Donc, on surveille le durbec des sapins, le bec croisé bifacié, le bec croisé des sapins, le roselin pourpré, les 2 espèces de ciserins, donc le ciserin flammé, le ciserin blanchâtre, le tarin des pins, le gros bec errant, et aussi 3 espèces de passereaux qui sont éruptifs, mais qui ne sont pas des fringilidés, donc le jet bleu, la citelle à poitrine rousse et le jaseur boréal. Évidemment, donc ce réseau-là, il couvre un grand territoire en Amérique du Nord, c'est-à-dire que pour nous, presque partout au Québec, la présence de citelle à poitrine rousse, c'est quelque chose qui est comme garanti, été comme hiver presque, là, dès qu'il y a un peu des habitats avec des conifères, même dans le sud du Québec. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'États, beaucoup de régions où la citelle à poitrine rousse ne niche pas et donc peut faire irruption en hiver.
Parlez-nous peut-être un petit peu justement de comment on fait ces prédictions-là. C'est quoi quel genre de calculs sont faits? Qu'est-ce qui est surveillé? Où sont les scientifiques un peu partout au Canada qui vont prendre ces données-là? Puis un peu quel est le rôle spécifique? Je sais que l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac est en général consulté finalement par ces chercheurs-là qui font ces prédictions-là. Puis c'est quoi votre rôle spécifique dans tout ça? Donc, on va commencer pour faire les prédictions. Comment que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir plusieurs observateurs qui vont être dispersés sur le terrain. Il faut savoir que le réseau il est centré sur l'Ontario, mais il va y avoir des prédictions qui vont se faire pour le Québec, les Maritimes, le nord-est des États-Unis, puis les provinces de prairies aussi. Donc, c'est plusieurs observateurs qui vont être dispersés dans ces régions-là. Puis que chacun c'est pas nécessairement basé sur des données quantitatives nécessairement, mais ça va être surtout sur si les observateurs vont voir des grandes quantités des différentes semences. Là. Donc, on parle entre autres là, des fruits de sorbier, les cônes de conifères, là, épinettes, pins, sapins et mélèzes aussi. Puis finalement, les graines de bouleau. Donc, chaque observateur va dire dans son secteur, OK, est-ce qu'on a beaucoup de graines cette année? Est-ce qu'on a beaucoup de cônes? Puis basé sur cette distribution-là, puis cette abondance-là des ressources alimentaires, on va pouvoir prédire le mouvement des espèces. Parce qu'on connaît, du moins, une bonne idée là, du lien entre la production de semences puis le mouvement des différentes espèces. Donc, notre rôle à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, où se constitue là-dedans, d'un, nous, vu qu'on est à la sortie de la forêt boréale, on va pouvoir détecter le plus tôt possible ces mouvements-là. Donc, avant même, souvent, que les prédictions sortent, on va avoir une bonne idée de s'il y a des mouvements qui vont se passer, du moins pour certaines espèces, entre autres le roseland pourpré. Fait que ça, déjà là, nos données vont servir à prédire les mouvements là, comme quasiment en direct. Ah oui. Mais aussi, là, ce qui est vraiment important avec nos données à l'Observatoire de Tadoussac, c'est nous qui avons le seul suivi standardisé de fringillidés là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, on a vraiment une base scientifique très, très solide pour lier justement ces mouvements-là avec la production semencière. Fait que ça va être, dans le fond, les hypothèses, une partie des hypothèses de mouvement là, pour ces espèces-là sont basées sur, entre autres, les travaux de Samuel Deneau là, de maîtrise là, qui ont été faits là-dessus, là, qui ont tenté d'expliquer les mouvements à l'aide des productions semencières. Oui, parce que dans leur cas, on parle d'oiseaux, c'est un peu délicat de les qualifier d'oiseaux migrateurs dans la mesure où, contrairement à tous les oiseaux insectivores, par exemple, qui nichent au Québec, qui sont des espèces de migrateurs obligatoires qui vont à chaque hiver toujours se déplacer vers le sud, c'est des oiseaux qui ne se déplacent pas nécessairement. Donc, il y a des années où il n'y a pas vraiment de déplacement. Donc, c'est ça qui fait la caractéristique, j'imagine. Puis peut-être, est-ce que ce serait la raison pour laquelle il n'y a pas énormément de suivis qui sont faits de façon régulière, à part celui de Tadoussac? Exactement, parce que quand il y a assez de nourriture dans leur habitat, les oiseaux ne vont pas se déplacer. Donc, dès que la production semencière est assez bonne, il n'y aura pas de mouvement. Puis en plus, vu que nous, on est à la sortie là, de la forêt boréale, ben, le mouvement va être moins dilué. Alors que si on avait un observatoire dans le sud de l'État de New York, ben, si le mouvement se dirige plus vers la Pennsylvanie, ben, ça se peut qu'il manque au complet. Alors que nous, on est à la sortie de la forêt boréale. Donc, dès que les oiseaux sortent, on les manque pas. Ah bon. Et puis, peut-être parlez-nous simplement de l'année dernière. Et parce qu'évidemment, le suivi pour cette année, de ce que je comprends, de ce que vous avez dit au début de l'entrevue, n'est pas terminé. Mais un peu comment ça s'est passé l'année dernière. Moi, je me souviens un peu de quoi ça avait l'air dans mon coin de pays. Et puis, à quoi on peut s'attendre. Donc là, elle est sortie comme la prédiction pour 2021-2022. Alors, à quoi on devrait s'attendre cette année? Donc, l'année dernière, ça a été une année, une très bonne année en général. Là. On a eu une très bonne abondance de durbec. Entre autres, on a eu beaucoup de tarins ciserins. Les ciserins, peut-être un petit peu plus vers la fin de l'hiver parce que dans le sud, là, il y avait beaucoup de graines de bouleau. Là. Donc, avant que les oiseaux arrivent à nos mangeoires, il a fallu qu'ils vident les habitats naturels. Mais de manière générale, l'année dernière, c'était une très bonne année aussi pour les gros becs. Il y a eu énormément de gros becs l'année dernière. Cette année, ça va être complètement différent, en fait, parce que la production semencière, elle a été très, très, très bonne. À tous les niveaux, là, sauf les cônes. Il n'y a pas eu beaucoup de cônes d'épinettes dans l'Est.
Mais pour ce qui est du bouleau et des fruits de sorbier, entre autres, là, c'est une très, très grande abondance. Donc, on s'attend pas à des très, très grands mouvements. Là. Les seules espèces qu'on s'attend qui a des gros déplacements, c'est le bec croisé bifacié. Puis c'est ça qu'on est en train d'observer. Là. Justement, vu qu'ils n'ont pas de cône à manger, ben eux, ils sortent de la forêt. Mais tout ce qui est d'urbec, jaseur, suzerain, tarin, là, ça va être une année là, dans la moyenne ou même en bas de la moyenne. Donc, il ne faut pas s'attendre à en avoir énormément dans le sud à nos mangeoires. Non, pas pour cette année. Là. Un scénario qui pourrait se faire, là, c'est comme l'année dernière un petit peu. Là, peut-être que vers la fin de l'hiver, on va peut-être se trouver avec des grandes concentrations de tarin et suzerain si toutes les graines de bouleau ont été consommées. Là, ça se peut qu'on les retrouve dans nos mangeoires. Ah oui, d'accord. Oui, je sais, pour l'anecdote, j'avais entendu dire que certains États avaient eu des éruptions justement l'année dernière de gros becs errants, des gens qui disaient que ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu cette espèce-là dans certains États du centre des États-Unis. Donc, je me suis avoir entendu parler de... Oui, la très grande abondance de gros bec errant. Là, puis en plus, le gros bec, on le sait, là, c'est une espèce qui profite des épidémies tordeuses de bourgeons d'épinette. Fait que, en plus d'avoir été à un bon point dans le cycle des semences pour l'observer dans le sud, ben lui, il est à un bon point dans sa population pour qu'il soit abondant parce qu'il y a beaucoup de tordeuses d'épinettes là, dans l'est du Québec là, présentement. Ah oui. Ben, puis en plus, c'est d'assez bonne nouvelle finalement si les semences sont abondantes. Il y a certaines de ces espèces-là, et entre autres le gros bec errant, qui jouissent, je crois, peut-être d'un statut de protection. Là, donc, Oui, il est protégé, oui, c'est ça. Donc, si on peut avoir des bonnes nouvelles comme ça, c'est encourageant. Écoutez, Pierre-Alexandre Dumas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Et puis, on invite les gens, évidemment, à consulter la page Facebook de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac parce que si vous voulez savoir avant tout le monde, les oiseaux passent par là en automne. Donc, si vous voulez savoir lesquels s'en viennent par chez vous, ben, c'est toujours une bonne idée d'aller consulter ça, sauf si vous êtes évidemment sur la Côte-Nord. Et puis, évidemment, aussi peut-être consulter, malheureusement, c'est en anglais, finchnetwork.org si vous voulez avoir espèce par espèce le détail de qu'est-ce qui est prévu pour cette année, puis voir si ça se concrétise au courant de l'hiver. Donc, merci beaucoup, M. Dumas. Merci à vous. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans la grande région montréalaise, Québec Oiseau organise son rallye des oiseaux de Noël au parc Jean-Drapeau avec la Société de biologie de Montréal. Les enfants et leurs familles sont invités à se joindre à nous pour faire la tournée des mangeoires pendant 60 à 90 minutes, animée par nos ornithologues chevronnés. Les mésanges, citelles, pics, éperviers, autres oiseaux hivernants seront assurément au rendez-vous et pourront être observés de très près. La randonnée sera suivie de la compilation des observations accompagnée d'une collation. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Si vous voulez initier des jeunes à l'ornithologie, ça ne prend pas de temps, on est dehors, c'est agréable. Donc, je vous le recommande chaudement. L'activité est gratuite, l'inscription est obligatoire. Toutes les informations sont sur le site de Québec Oiseau. La date, le 12 décembre 2021. Ensuite, l'hiver dans les pages de Québec Oiseau. Des canards qui ne craignent pas le froid, l'évolution des plumes du dinosaure à l'oiseau et une incursion dans la forêt atlantique du Brésil qui habite plus d'1 millier d'espèces d'oiseaux, dont près de 200 espèces endémiques. Voilà les 3 grands reportages qui vont s'insérer dans le numéro d'hiver de Québec Oiseau. Parmi les autres sujets, mentionnons un portrait du canard noir, 2 mini-lunettes et des nouvelles petites jumelles à l'essai, des conseils pour que le jardin demeure attrayant pour les oiseaux, un récit de l'auteur Gérald Barry, illustré par le peintre animalier Ghislain Caron, ainsi que les actualités, les observations saisonnières et tout ce que vous retrouvez dans chaque revue de Québec Oiseau. L'édition hivernale sera distribuée aux abonnés pendant la 3e semaine du mois de novembre et sortira en kiosque au début du mois de décembre. On vous souhaite une bonne lecture et aussi un bon mois de novembre et on se retrouve le mois prochain.